Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom sur Africa 24 qui traite des enjeux de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Nos invités pour cette nouvelle édition, Ibrahima Aminata Diallo, président de la Coalition nationale des associations pour la paix et le développement, CONAPED. Bienvenue sur Africa 24. Merci madame, à moi de vous remercier pour l'opportunité et merci pour l'invitation. C'est nous. Ibrahima Sori Kamara, directeur de campagne de la candidate du FAN. Bienvenue sur Africa 24. Merci madame, c'est un plaisir d'être là ce soir et merci pour l'invitation. C'est nous. Ibrahima Mbemba, vice-président du bloc libéral. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup madame, au nom du parti Bloc libéral et de l'ensemble des militants. Nous vous remercions pour cette invitation et nous vous souhaitons également bienvenue en République de Guinée. Merci à vous. Omar Kana Diallo, vice-président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez pour participer à cette émission. C'est un honneur pour moi et pour mon organisation d'être là. La première partie de cette émission consacrée justement aux enjeux de la bonne gouvernance. Monsieur Ibrahima Aminata Diallo, comment pour vous, justement, comment vous définissez la bonne gouvernance dans le contexte politique et institutionnel de la Guinée? Bon, écoutez, je pense que pour nous, la bonne gouvernance, c'est l'exercice du pouvoir dans l'efficacité, dans l'honnêteté et surtout dans la responsabilité du pouvoir. Donc, sans honnêteté, sans efficacité, sans responsabilité, je pense que la bonne gouvernance est loin d'être une réalité dans un pays. Vous, monsieur le représentant de la candidate, enfin le directeur de campagne de la candidate du FAN, comment vous percevez justement la bonne gouvernance institutionnelle de la Guinée dans ce contexte politique? Bon, moi je devrais un peu dire que la bonne gouvernance est un terme nouveau maintenant, mais on sait que toutes les sociétés, les nations, quand elles ont commencé à construire, se sont dit, il faut que je parvienne au développement de mon État, de mon organisation. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé, les gens se sont dit, il faut améliorer. Et tout le processus qu'on met en place en termes de règles, en termes d'institutions, en termes de réglementation et de lois, pour parvenir justement à améliorer la gestion d'un État, afin que, de manière transparente, on puisse régler le bien-être pour le développement de l'organisation ou d'un État. Je pense que tout cela concourt à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Ibrahima Mbemba Ba, quel est votre justement point de vue sur ce volet? Écoutez, au niveau du Bloc libéral, notre perception de la bonne gouvernance, c'est la gestion efficace, transparente et responsable des ressources de notre pays. Efficace en ce sens que ça doit produire des résultats pour les concitoyens. Transparente en ce sens que ça doit permettre à tout le monde de connaître comment les ressources sont gérées, quels sont leurs impacts, à quoi ces ressources-là sont orientées. Responsable, c'est de faire en sorte qu'elles puissent servir pendant plusieurs générations, c'est-à-dire au-delà des générations actuelles. Voilà comment nous percevons la bonne gouvernance au niveau de notre formation politique. Omar Kano, réaction? Nous pourrons dire que la bonne gouvernance, c'est cet ensemble de mécanismes et outils que l'État met en œuvre dans le cadre de la gestion de la chose publique pour permettre non seulement aux citoyens de participer activement à la gouvernance, mais aussi et surtout de faire de telle sorte que les ressources publiques soient gérées de manière rationnelle afin d'impacter positivement la vie des citoyens. Je reviens à vous, Ibrahima Aminata Diallo. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles institutionnels qui freinent la transparence et l'efficacité de l'administration publique en Guinée? Bon, écoutez, le premier élément ici, c'est d'abord la question de l'indépendance de la justice. Mais nous sommes dans un État où généralement il y a un problème d'adéquation entre l'exécutif et le judiciaire qui est inféodé le plus souvent dans notre pays. Donc, manque de transparence dans la gestion des affaires publiques, mais également la question liée un peu à l'imputabilité, n'est-ce pas, du gouvernement vis-à-vis
de cette question de redevabilité des citoyens. Donc, en Guinée, c'est tout un processus, un ensemble, un mécanisme dont les étapes souvent sont biaisées, n'est-ce pas, avant d'aboutir à un résultat. Donc, généralement, la question de liberté d'expression est là, la question notamment de redevabilité est là, la question notamment de l'efficacité de la gestion, surtout au niveau de la gestion minière, parce que la Guinée, c'est un pays minier. Et si vous constatez, généralement, on entend souvent ici des marchés de gré à gré, les détournements, et il n'y a pas, disons, d'imputabilité au niveau des citoyens. Donc, de façon grosso modo, la gouvernance, la bonne gouvernance en Guinée est handicapée par la question de corruption dont nous avons souvent dénoncé au niveau de la société civile, parce que la gestion budgétaire en Guinée a toujours posé problème. Et généralement, que ce soit la gouvernance actuelle ou avant, il y a toujours eu, n'est-ce pas, notamment des dénonciations au niveau, n'est-ce pas, de cette gestion des affaires publiques. Donc, une fois encore, la Guinée est face à son destin avec ces élections, malgré que nous savons que nous venons de loin. Et nous, au niveau de la société civile, nous espérons qu'on va tirer les leçons du passé, parce que tout simplement, on a été handicapé durant des années où on a mis en place, bien sûr, il y a des efforts par endroit, il ne faut pas aussi être dans un nihilisme. Il y a des efforts, la mise en place, par exemple, de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption, avec la promotion de la bonne gouvernance, et surtout la mise en place de la CRIEF que nous avons saluée de passage avec l'arrivée du président du CNRD en 2021. Et je pense que ce sont notamment des outils que nous avons pensés qui pourraient améliorer et changer, sauf que nous constatons une gestion orientée vers des personnes c'est-à-dire qui ont des voix dissonantes dans le cadre de la gestion, n'est-ce pas? Et surtout dans le cadre de cet organe qu'on appelle la CRIEF. Et si la CRIEF joue la transparence dans la gestion, je pense que tous les Guinéens devraient tirer les leçons pour éviter que désormais qu'il y ait des marchés de gré à gré, mais également qu'il y ait, n'est-ce pas, des détournements où vous entendez des milliards détournés pendant qu'il y a des citoyens qui n'ont même pas, n'est-ce pas, le b.a.-ba. Il y a des endroits ici qui n'ont pas d'école. Si vous regardez la situation de la Guinée, nous avons un problème au niveau du système éducatif qui est l'élément fondamental, d'ailleurs même pour toute nation. Sori Camara, je vous retourne la même question. Quels sont pour vous les principaux obstacles institutionnels qui freinent la transparence et l'efficacité de l'administration guinéenne? Bon, moi je dois commencer par le capital humain. La conscience des hommes dans un État est un élément fondamental pour participer à la gestion correcte des ressources de ce pays. Les grandes nations ont évolué, on a vu leur histoire. Ce que la Guinée est en train de vivre est peut-être une étape de son évolution. Mais ce n'est pas pour donner un crédit à la mauvaise gouvernance, mais c'est plutôt pour dire que si des efforts ont été menés jusque-là, ces efforts méritent d'être complétés. Pas parce que nous voulons directement avoir des résultats, mais parce que nous voulons que ce processus continue et qu'un jour, les Guinéens se disent, même loin des autorités, je suis responsable de cela et je dois participer au bien-être national. Cette conscience nationale mérite d'être créée, entretenue et viabilisée dans tout le processus de développement d'un État. Pour continuer sur cet aspect de résultat, je voudrais appeler la conscience nationale de ce pays. Il y a des efforts qui sont menés, on ne peut pas les nier, mais le parti FAN entend poursuivre ces efforts de la manière qu'il faut afin que les principes soient de nature à redynamiser ce qu'on appelle la justice. La justice est un facteur fondamental qui participe à l'attraction des investissements dans un pays. Quand on est sûr qu'en mettant de l'argent en Guinée, on a la justice fiable, les gens viendront mettre de l'argent. Et les investissements produisent les effets. L'économie étant avec les opérations essentielles qui sont la production, la distribution
et la consommation. Quand ces trois opérations essentielles sont encadrées par des institutions fiables, des institutions comme celles qu'on vient d'entendre sur lutte contre la corruption et qui sont fonctionnelles, nous sommes sûrs, avec un processus, pas un événement, parce que le processus qui est lié à la gouvernance ne doit pas être un événement, ça doit être un processus continu, génération en génération, assis sur ce qu'on appelle une vision à long terme. Si nous réussissons ça, nous pensons que la Guinée va franchir les étapes comme d'autres nations et assumer son propre développement sur la base d'existence d'un capital humain conscient, responsable, participant au développement réel de son pays. Mbemba Ba, justement, l'indice Mo Ibrahim, enfin la fondation Mo Ibrahim classe la Guinée 42e sur 54 pays africains au niveau de l'indice global de gouvernance. Justement, à votre niveau, quelle est cette perception de la gouvernance que vous faites de la Guinée? Mais écoutez, il faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Notre pays n'est pas parmi les plus exemplaires du continent africain, encore moins de la planète. Ça prouve à suffisance que nous devons travailler à l'interne pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence, pour améliorer la bonne gouvernance dans le pays. C'est pas pour revenir autant sur tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'on appelle la notion du service public dans notre pays. Le plus souvent, ceux qui sont confiés à des responsabilités importantes, que ce soit dans l'administration publique ou bien pour gérer notre économie, c'est des gens qui pensent que notre pays, c'est un patrimoine familial et pourtant, c'est un patrimoine commun. Le pays appartient à tout le monde. Donc, ils doivent avoir ce qu'on appelle le sens de la redevabilité et de la responsabilité pour faire un retour aux citoyens et avoir une gestion beaucoup plus rationnelle dans leurs fonctions. Au-delà de ça, il y a aussi cette question d'analphabétisme des citoyens. La majorité d'entre nous, pour ne pas dire de nos concitoyens, sont dans une situation où ils ne comprennent pas qu'ils ont le droit d'exiger des gouvernants de produire des résultats et d'avoir, comment on appelle ça, une visibilité concernant l'orientation du budget national des fonds publics. Malheureusement, parfois, on pense que ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas pour eux-mêmes, ils ne sont pas là-bas pour les populations parce que la question de l'analphabétisme pèse lourd. Au-delà de ça, je ne vais pas revenir sur la question de la justice dans notre pays. Il faut reconnaître qu'elle n'est pas indépendante, elle est inféodée à l'administration publique, aux autorités centrales du pays, ce qui fait que les magistrats ne font pas quasiment correctement leur travail. Ceux qui ont envie de le faire sont parfois intimidés, menacés. Et l'Agence nationale de l'anticorruption dont il a cité tout à l'heure, nous misons au niveau de notre parti pour la création d'une commission nationale indépendante anticorruption, parce que généralement les institutions étatiques ne font pas correctement le travail. Il faut mettre en place une commission nationale indépendante composée des responsables de la société civile et pourquoi pas même du secteur privé pour garantir plus de transparence dans la gestion des fonds publics de notre pays. Voilà ce que le Bloc libéral a proposé à l'ensemble de nos compatriotes. Canadiello, réaction? Il faut dire que la bonne gouvernance en Guinée est confrontée à des défis opérationnels, stratégiques et surtout administratifs. Opérationnels en ce sens que nous avons une floraison d'institutions qui sont en charge de la lutte contre la corruption. Vous prenez en plus de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, vous avez la cellule nationale de traitement des informations financières, vous avez l'ORDEF, vous avez l'Agence judiciaire de l'État et vous avez des cours et tribunaux spéciaux. Mais quand vous regardez à l'interne de ces différents organes, c'est là où on parle du défi stratégique surtout, parce que l'Agence nationale de lutte contre la corruption aujourd'hui, au-delà du cadre juridique, ne dispose ni d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, ni d'une politique nationale de lutte contre la corruption, ni d'une étude basée sur la perception de la corruption afin de déterminer les différents risques de corruption. Parce que pour lutter contre pour faire la promotion de la bonne gouvernance, il faut aller sur des approches liées sur les risques. Toute approche liée sur les risques sera basée sur la profondeur de ces différents éléments au niveau de la lutte contre la corruption afin
de proposer des pistes de solutions. C'est la même chose au niveau de la cellule nationale de traitement des informations financières. Non seulement les comités qui doivent être mis en place ne sont pas mis en place, mais au-delà de ça, il n'y a pas là aussi une politique. Et quand je parle aussi de la lourdeur administrative, il faut savoir qu'au fur et à mesure que les affaires administratives sont lourdes, ça laisse de la place à de la corruption. Et enfin, le dernier élément, c'est l'implication des parties prenantes au niveau de la promotion de la bonne gouvernance. Le secteur privé, la société civile sont moins impliqués dans la promotion de la bonne gouvernance, chose qui est un défi majeur dans ce cadre. Ibrahima Diallo, comment l'État guinéen peut-il renforcer l'indépendance des organes de contrôle et de régulation? Je pense que dans le cadre de la mise en place de ce mécanisme de gestion transparente, l'État devrait avoir confiance, n'est-ce pas, à des entités, parce qu'il ne s'agit pas de ratifier seulement à des traités et conventions internationaux sans pour autant appliquer. Nous sommes l'un des pays qui a beaucoup plus ratifié à des conventions et traités liés à la gestion de la bonne gouvernance, à la corruption, aux droits de l'homme, etc. Mais ici, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait rassurer. C'est quoi? D'abord, c'est cette question de l'indépendance de la justice. Et ça, c'est un élément primordial pour donner la chance, que ce soit aux acteurs de la société civile, que ce soit, n'est-ce pas, les acteurs politiques, pour que chacun puisse, au-delà de cette question de répression, parce que souvent, en Guinée, la question de voix dissonante, et ce n'est pas propre à la situation actuelle. Donc, je pense que pour que nous puissions avoir une gouvernance efficace, il faudrait accepter qu'il y ait d'autres entités, n'est-ce pas, qui se rajoutent aux organes mis en place. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer un organe et pour autant, son fonctionnement devient un problème. Les organes qui ont été énumérés par M. Diallo tout de suite, ce sont des organes qui sont là, mais ils sont méconnus par la plupart des citoyens. Quand vous les demandez, vous posez la question à un citoyen lambda, est-ce qu'il sait qu'il peut aller dans une commune à travers la mise en place d'un PDL, comprendre, n'est-ce pas, comment ce PDL-là fonctionne, il vous dira qu'il ne sait pas. Et les choses qui doivent être publiées conformément au code de collectivité locale sont méconnues. C'est des b.a.-ba de la connaissance du fonctionnement même des collectivités locales. Donc c'est un problème de chaîne. Dans ce mécanisme, c'est de la base au sommet où pratiquement on est dans un pays où souvent il y a, comme c'est des régimes présidentialistes, généralement même un simple chef de quartier peut dire que ça là, je le fais au nom du président en oubliant qu'il a, n'est-ce pas, une redevabilité au niveau de la communauté. Donc je pense que si on règle dans la stratégie de fonctionnement de ces organes en acceptant qu'il y ait l'indépendance de cette justice et qu'il y ait liberté d'expression et la redevabilité et l'imputabilité deviennent une réalité, à mon avis, on pourrait vraiment améliorer. Certes, je dis bien qu'il y a des efforts consentis, mais il reste encore beaucoup à faire. Sori Camara, comment l'État guinéen peut-il renforcer l'indépendance des organes de contrôle et de régulation? Notamment, comment le FAN pourrait-il agir dans ce sens? Le FAN croit au capital humain, à sa formation, à son éducation. Ce qu'on impute aujourd'hui à l'État, dans d'autres pays, est géré même par le citoyen qui connaît sa responsabilité, qui connaît comment il doit fonctionner dans un État. Il va à la lecture, il va à la recherche de l'information, et cette information lui donne le droit, en sachant qu'il a le droit, il intervient là où il faut intervenir pour pouvoir résoudre son problème. Et à ce niveau, c'est là où on demande à la justice d'intervenir. Toutes les nations qui ont évolué ont d'abord participé et de façon active à la formation du capital humain pour donner le sens de responsabilité à son peuple, à sa nation. Ces efforts sont en train de se faire. Aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée, dans toutes les régions, il y a des instituts, il y a des écoles qui sont on est en train de décentraliser la formation. C'est un processus. Les grandes nations ont fait plus de 216 ans avant d'arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je crois que si on réussit sur cette étape de formation de capital humain et que les États ou les systèmes qui s'installent, les systèmes politiques, comme le FAN qui croient à cela,
nous pensons qu'il y a des efforts qu'on peut poursuivre dans le cadre de la redynamisation de la justice guinéenne, dans le cadre de la responsabilisation de nos avocats, dans le cadre de la responsabilisation de tous ceux qui sont des démembrements de la justice de ce pays. Si nous réussissons ça, nous avons la possibilité de rendre compte à notre peuple, de lui dire voilà ce que nous sommes capables de faire, voilà ce que nous ne sommes pas capables de faire, parce que j'ai compris parfois, on impute tout à une nation, même si l'on sait que cette nation à un niveau donné ne peut pas atteindre cet objectif. Et à partir de là, je crois pour mieux répondre à cette question de transparence, de résultats que l'on attend d'un État ou d'une organisation privée, il est important qu'on se réfère à ce qui est déjà fait. On sait comment on établit une planification cohérente pour avoir joué la planification dans des départements assez intéressants et dans le secteur privé. Je pense que si nous réussissions à faire ça et que nous sachions jusqu'où va l'État, jusqu'où va la responsabilité de l'individu, en demandant à l'État d'instaurer la méritocratie pour que les gens qui gèrent l'État soient des méritants et que ce processus-là s'installe dans la conviction de chaque élément, qu'il soit du secteur privé que du secteur public, nous pensons que nous allons réussir notre progrès. Merci. Mbemba Nda, quelles sont les réformes prioritaires nécessaires pour renforcer la justice et assurer l'égalité devant la loi? En quelques mots. Il faut rendre d'abord la Cour de répression des infractions économiques et financières toute sa lettre de noblesse, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit vraiment une institution qui travaille dans le cadre de la répression des infractions économiques et financières, que ça ne soit pas perçu comme étant un instrument utilisé par la justice pour chasser, pour ne pas dire pour créer des problèmes à certains acteurs politiques ou acteurs de la société civile. Ça, c'est un premier aspect qu'il faut faire. Autre élément, nous l'avons dit, au sein du Bloc libéral, nous comptons mettre en place une commission nationale indépendante anticorruption. Ensuite, veiller à ce que la passation des marchés publics soit beaucoup plus transparent, parce que ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on a plusieurs marchés publics qui se font de façon gré à gré. Je ne vais pas revenir sur le grand projet Simandou que nous avons actuellement, dont toute la population et l'ensemble des acteurs de la société civile et des partis politiques réclament la publication du contenu des accords, pour ne pas dire de la convention Simandou. Donc, dans la passation des marchés publics, si on a beaucoup plus de transparence, ça peut permettre à l'ensemble des compatriotes de voir comment les ressources sont gérées. Au-delà de ça, la question du civisme dans notre pays, c'est extrêmement important. Nous avons des concitoyens qui ne connaissent pas leurs droits, à plus forte raison leurs devoirs. C'est important de renforcer le service civique national, surtout à travers l'éducation civique au niveau, comment on appelle ça, du secteur éducatif, que ce soit au niveau préscolaire ou bien même au niveau de l'université, pour que les concitoyens guinéens sachent véritablement que ceux qui gèrent le pays, ils ont, comment on appelle ça, la redevabilité vis-à-vis de nos compatriotes. Mais au-delà de ça, qu'on puisse vulgariser les mécanismes de recours pour demander aux gens de, comment on appelle ça, de rendre compte de leur gestion. Ça, c'est extrêmement important. À part ça, évidemment, il faut véritablement que la justice fasse son travail en faisant en sorte qu'elle soit moins impliquée, moins inféodée à l'administration publique, à l'administration centrale. Kana Diallo, La première action qu'il faille mener, c'est d'auditer, d'évaluer d'abord les mécanismes existants, connaître leurs forces, leurs faiblesses, surtout leurs limites. Comme je l'ai dit, nous avons une floraison d'institutions qui se superposent parfois par rapport à leur rôle. Si nous faisons l'audit de ces institutions, l'audit institutionnel surtout, on se rendra compte quelle est l'institution qu'il faut maintenir et quelle est l'institution qui se superpose, dont le rôle se superpose avec une autre institution. Et ensuite, après ça, il faut en Guinée que l'on accepte ce qu'on appelle le ton au sommet. Il faut que le ton soit donné par le sommet. Il ne faut pas que l'on croie que c'est le fonctionnaire moyen qui ne fait pas la promotion de la bonne gouvernance. C'est l'autre qui n'a pas une autre responsabilité qui fait ce qu'il est en train de faire, ne participe pas à la bonne gouvernance. Et cela passe obligatoirement non seulement par l'engagement politique, par la volonté politique, mais surtout par l'engagement politique. Donc il faut que nos gouvernements
nos gouvernants montrent l'exemple au sommet pour que ceci soit répercuté au niveau de la base dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Merci, monsieur. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission dans quelques instants. Retour sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la lutte contre la corruption, toujours en compagnie de nos invités Ibrahima Aminata Diallo, président de la Coalition nationale des associations pour la paix et le développement, Ibrahima Sori Kamara, directeur de campagne de la candidate du FAN, Ibrahima Mbemba Ba, vice-président du bloc libéral et chargé de la communication, et Oumar Kana Diallo, vice-président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Messieurs, je vous invite à suivre cet élément de la rédaction. La Guinée enregistre des progrès dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, fruit du renforcement du cadre institutionnel, marqué notamment par la création sous le CNRD de la Cour de répression des infractions économiques et financières et de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Des mesures de transparence et de reddition de comptes qui ont vu le pays passer de la 141e place avec 26 points en 2023 sur 180 pays évalués à la 133e en 2024 avec un score de 28 points sur 100 selon le dernier rapport de l'ONG Transparency International. Aujourd'hui, on constate quand même, il faut le dire comme ça, que les institutions étatiques ou bien les départements ministériels ou bien au niveau de la justice, que les gens, ils travaillent, on sent qu'il y a quelque part un outil de contrôle. Quand vous prenez par exemple la CRIEF qui est chargée de suivre tout ce qui est crime économique et tout, il y a pas mal d'anciens fonctionnaires, des fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires d'anciens régimes, celui d'Alpha Condé notamment, qui sont passés devant, et il y en a qui sont sous les verrous après des procès. Je crois qu'au niveau de la bonne gouvernance, les choses sont en train de changer petit à petit. La percée réalisée par la Guinée dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a aussi contribué à rapprocher les gouvernants des gouvernés. Le gouvernement guinéen, sur le plan social, est en train de se battre pour créer ce lien fraternel entre lui-même et le peuple de Guinée à travers plusieurs sensibilisations. Et cette sensibilisation s'élargit à plusieurs niveaux, à travers même le ministère de l'action sociale. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont au cœur de la gestion du régime de transition en Guinée. Les actions dans ce secteur devraient se poursuivre après le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 pour une meilleure répartition des fruits de la croissance. Cette partie est consacrée à la lutte contre la corruption. Je commence par vous, M. Sori Kamara. Comment l'État guinéen peut-il renforcer sa lutte contre la corruption? Merci, madame. Je pense que la question est bien posée au moment où nous sommes dans un processus électoral où les partis ont l'obligation de présenter à la nation guinéenne leur projet de société. Et je dois dire que la lutte contre la corruption occupe une place importante dans le projet de société du parti FAN. La commission s'établit d'ailleurs quand vous regardez un peu le niveau des différentes responsabilités occupées par les Guinéens. Les femmes ont montré par essence qu'elles ont un mode de gestion transparent et équilibré, dépourvu de corruption dans la plupart du système économique guinéen qu'on a vécu. Et la candidate, effectivement, Haya Makale, est une de ces valeurs, de ces modèles de femmes qui ont géré ce pays et qui ont montré qu'avec la Guinée, la responsabilité confiée à la femme dans le cadre de la gestion peut faire éviter à ce pays
beaucoup de situations malencontreuses qui peuvent tirer vers la corruption, qui peuvent amener l'homme à gérer en fonction de ses compétences, en fonction de ses mérites, mais en pensant qu'un leadership est nécessaire pour accéder à des résultats, qu'un leadership est nécessaire pour montrer l'exemple du haut vers le bas. Et ce mode de leadership qui gère le patrimoine national en tenant que c'est un patrimoine qui n'appartient à personne, qui appartient à l'État et il doit être géré de manière confortable, de manière transparente, jusqu'à ce qu'on aboutisse à un bien-être généralisé qui peut arriver au plus bas citoyen avec le mode de gestion requis. Je pense que ceci est élément essentiel et le Parti FAN s'emploie pour cela. Mais au-delà de cette question, la femme dans la gestion, il faut avoir la conscience qu'elle a trop souffert dans ce pays. Et cette souffrance fait que quand elle se remet en position d'assumer le leadership, elle a conscience que les autres ont souffert comme elle. Donc elle gère en tenant compte de cette question de responsabilité, de cette question de droit au bien-être, de cette question qui est liée au bien-être de l'enfant. Et tout ça là amène à une lutte véritable contre la corruption. La corruption étant, pour terminer, une attitude qui amène l'homme ou l'individu qui gère un patrimoine ou une richesse ou tout un élément qui est lié au bien-être avec des comportements qui puissent justement détourner ce bien-là de sa direction pour l'empêcher de parvenir au bien-être souhaité qui peut amener si vous voulez, la réussite dans le processus, le résultat escompté. C'est pourquoi je pense qu'au niveau du Parti FAN, nous avons la conviction que la lutte contre la corruption est un processus aussi qui ne doit pas être interrompu, qui doit permettre à une nation, à un État, dans le processus d'octroi des marchés publics, dans le processus d'octroi de la responsabilité à l'homme, que tous ces critères-là soient évalués et qu'on soit à mesure de dire cet homme-là est capable de faire éviter à la nation des pertes liées à la corruption, à la gestion de son patrimoine. Mbemba, justement, quelles sont vos perspectives, quels sont vos projets, vos propositions pour la lutte contre la corruption? Bon, écoutez, c'est un élément qui tient à cœur le candidat du Bloc libéral, Dr Faya Lansana Milimono, parce que nous savons tous que notre pays a été victime de détournements massifs, de corruption endémique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un retard énorme dans l'exécution de beaucoup de projets. D'abord, c'est la lutte contre l'impunité, faire en sorte que toutes les personnes qui sont reprochées de quoi que ce soit puissent passer devant la justice et qu'il y ait un procès juste et équitable avec une procédure qui respecte tout le cadre juridique concernant la lutte contre la corruption. Il faut la mise en exécution, pour ne pas dire le respect des textes en vigueur. On a vu des problèmes de litige dans notre pays qui se sont réglés à l'amiable. Je ne vais pas revenir sur la disparition des 4 tonnes d'or en République de Guinée, notamment à la Banque centrale, où l'affaire a été quasiment réglée à l'amiable. Ça ne se fait pas dans une république normale. Il faut que la justice fasse son travail. Donc, c'est de faire en sorte que le cadre juridique soit respecté, de faire en sorte que la CRIEF, qui est une institution dédiée à la lutte contre la corruption, les infractions économiques et financières, soit une institution qui fasse correctement le travail. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la culture du mérite qu'il faut instaurer en République de Guinée. Que ceux qui ont la responsabilité ou qui auront la responsabilité de diriger, de gérer les ressources publiques ne soient pas des parvenus, qu'ils viennent là par le mérite. C'est pourquoi dans les réformes institutionnelles que nous comptons mettre en place, il y a des postes de responsabilité, notamment les départements ministériels et des directions nationales. Nous ferons en sorte que ça ne soit pas simplement un décret du président de la République qui met cette personne-là à cette fonction. Il faudrait qu'il y ait une audition par le Parlement pour confirmer l'intégrité, comment on appelle ça, de la personne qui est nommée, ses compétences antérieures et surtout sa probité morale, pour qu'on n'ait pas des gens
qui ne méritent pas d'occuper certaines responsabilités, qui se hissent au sommet de l'État et des institutions, qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà un peu comment nous comptons travailler. Maintenant, je l'ai dit, au-delà de ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait, comment on appelle ça, une passation des marchés publics de façon beaucoup plus transparente, moins de gré à gré, avec des appels d'offres où on a des cabinets, on peut recruter des cabinets d'expertise pour faire le suivi et même l'évaluation pendant la passation et après même la passation de ces marchés-là. Au-delà de ça, il faut faire en sorte qu'il y ait des audits même à l'interne au niveau de l'administration publique, au niveau de toutes les structures étatiques et que ces audits-là soient publiés régulièrement pour informer les populations comment le pays est géré. Voilà un peu ce que nous avons à proposer au niveau de notre parti, le Bloc libéral. Kana Diallo, justement, comment pour vous lutter contre, la lutte contre la corruption? Tout d'abord, la lutte contre la corruption requiert la qualification et l'autonomisation des mécanismes et instruments qui sont en charge de la lutte contre ce fléau. Il vient de le dire, dans ces organes, on ne doit pas retrouver n'importe qui. Ce n'est pas par une relation que l'on doit être à la tête d'un organe de lutte contre la corruption, mais ça doit être une spécialité pour la personne, ça doit être un domaine de compétence pour la personne, ça doit être des qualificatifs pour la personne. Et ensuite, l'autonomisation, il ne s'agit pas seulement de crier sur l'autonomisation financière, mais il faut avoir surtout l'autonomisation décisionnelle. Il faut que ces organes soient amenés à faire des décisions indépendantes de l'organe législatif, de l'organe judiciaire et de l'organe exécutif. Il ne faut pas que ces organes d'élite soient des organes inféodés à l'administration publique centrale. Et un autre élément qu'il faut aussi tenir compte, c'est accentuer la sensibilisation en prenant en compte les avis de l'ensemble des parties prenantes. Il ne faut pas aussi travailler pour l'amont et laisser l'aval. Chaque fois, aller vers la répression sans pour autant accentuer la sensibilisation. Il faut que les uns et les autres soient informés que la corruption est en train de freiner le développement, que les montants qui sont en train d'être détournés, ce sont ces montants qui étaient destinés à l'amélioration de nos conditions de vie, de nos structures sanitaires, de nos structures hospitalières, de nos routes. Savoir que ce sont ces fléaux, c'est les conséquences de ce fléau qui font aujourd'hui que nous sommes à cet état de gouvernance et qui impacte négativement la vie de nos citoyens. Donc, il faut que les acteurs de la société civile participent activement à la sensibilisation. Il faut que le secteur privé soit impliqué à cette sensibilisation. Ça permettrait et ça faciliterait même la détection parce que quand il s'agit de faire des déclarations d'opérations de corruption, des déclarations d'opérations suspectes par rapport au blanchiment, si les acteurs de la société civile, si les citoyens en général sont sensibilisés et sont informés de la méthodologie utilisée par les criminels financiers, ça permettrait aussi à aider à la détection pour que les services spécialisés puissent engager les procédures judiciaires pour aller vers la répression. Ibrahima Diallo, comment améliorer la lutte contre la corruption en Guinée? L'amélioration de la lutte contre la corruption en Guinée commencerait par, au-delà de cet arsenal juridique, il y a des éléments que nous, on a toujours réclamés au niveau de la société civile. Une fois que le président de la République propose de nommer quelqu'un à un poste, nous avons dit de déclarer les biens. Parce que le problème, c'est quoi? En Guinée, on a l'impression qu'à travers la complaisance et le népotisme, on devient riche une fois qu'on occupe un poste. Ça veut dire qu'on vient, on n'a rien, et une fois qu'on est nommé ministre, vous allez voir que c'est des buildings qu'on érige par-ci, par-là, et on se pose la question, comment l'intéressé, avec son salaire, peut parvenir à avoir des domaines indéfinis. Donc cela devient quoi? Et une fois nommé, il faudrait que l'intéressé présente, bien sûr, ce qu'il a, c'est bien. On en a parlé. Et on a toujours dénoncé pourquoi les gens refusent, n'est-ce pas, qu'il y ait aujourd'hui
n'est-ce pas, la présentation des biens de ceux-là qui sont censés occuper des postes de responsabilité dans notre pays. Et imaginez-vous dans un pays comme le nôtre, généralement, vous allez voir quelqu'un, il galère, à un moment donné, il occupe un poste, vous le voyez, un changement total. Posez-vous la question, d'où vient ce changement-là? Et pourtant, il y a un mécanisme qui est mis en place pour le budget de chaque département ministériel. Et d'ailleurs, même quand vous êtes nommé en Guinée, d'avant même que vous n'arrivez chez vous, on a trouvé un taureau, on chante, on danse, on dit, bon, on a notre parent qui est devenu ministre. Ça veut dire quoi? On n'est plus dans la galère. Voilà les questions que nous, on a toujours dénoncées au niveau de... Et quand je prends le côté des politiques, les politiques, nous avons toujours dit, basons-nous sur les projets des sociétés. Au-delà de ce que vous voulez et ce que vous êtes, le leadership charismatique, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez à la Guinée? Moi, je l'ai dit dans toutes mes interventions médiatiques, nous voudrions bien voir, au-delà de ce qui est posé par le président actuel qui est candidat, qu'est-ce qu'il aussi propose dans les 7 ans, parce qu'on a changé une constitution. D'abord, la question de stabilisation de la constitution guinéenne peut être un facteur primordial pour sortir de la Guinée de cette corruption. Mais on est arbitre, la règle des jeux, elle ne va jamais changer tant que c'est moi qui suis l'arbitre. On ne peut pas être joueur et arbitre et en même temps chercher à améliorer les conditions de vie des gens. Parce que tout simplement, on se fait entourer par des personnalités et une fois que vous avez un discours sincère et rationnel, à un moment donné, vous trouverez l'intéressé, il change carrément, vous ne le reconnaissez plus et en 10 ans, en moins de 20 ans, on a changé 3 fois notre constitution. Est-ce qu'on a un problème de constitution? Parce que là aussi, il faut que les 9 candidats qui doivent aller aux élections, on doit le savoir qu'on n'a pas un problème de constitution en Guinée. Parce que la question fondamentale de la corruption en Guinée, c'est parce que la règle de jeu est tout le temps changée en fonction de la position, n'est-ce pas, de celui-là qui occupe le poste, n'est-ce pas, du présidentiel. Et ça, c'est un problème. Mais 2010, une constitution, 2020, une constitution, 2025, une constitution. Il faut s'interroger. Les États-Unis ont une constitution de 249 ans. Mais est-ce qu'il y a problème? Je pense que la constitution en tant que telle, c'est les hommes qui font la loi, mais c'est aux hommes aussi d'appliquer cette loi. Donc, pour lutter contre la corruption en Guinée, on doit stabiliser d'abord notre constitution, accepter cette stabilité politique. Il y a des efforts dont j'ai souvent dit. Regardez par exemple, un de mes co-débatteurs a parlé de la mise en place, n'est-ce pas, des agences. Quand je prends la DGCIP, Direction générale de la citoyenneté et de la promotion pour la paix, il y a la Semaine nationale de la citoyenneté, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis, mais la question dont nous avons toujours dit, il faudrait qu'on accepte celui qui vient, qu'on sache qui il est, la méritocratie, l'arsenal juridique, qu'il n'y ait pas une justice à 2 vitesses. Quand c'est moi, c'est bon. Quand c'est l'autre, c'est pas bon. Et tout ça, ça concourt à ce mécanisme et à ces approches pour que nous puissions sortir carrément, n'est-ce pas, de cette question de corruption dans notre pays. Souri Camara, réaction sur ce volet? Well, moi, je dois dire que toutes ces idées-là capitalisent sur un élément qui est essentiel. Cet élément-là est lié à l'homme en tant qu'individu. Son changement est fondamental. Le changement de l'homme qui participe au développement, cette unité ressentie au niveau d'une nation qui assoit les bases d'un développement, cet homme-là, on a besoin d'agir sur lui. Ces efforts-là, on le consent, mais ça doit être inscrit dans un processus. Ce que nous disons par rapport à la Constitution, moi j'ai lu la Constitution, j'ai apporté une observation fondamentale dans la Constitution en ce qui concerne les évolutions. J'ai comparé les 4 constitutions qui se sont suivies dans ce pays, mais j'ai apporté un amendement en introduisant la Constitution américaine. Je sais qu'en réalité, la Constitution est un élément fondamental, mais elle est évolutive selon les sociétés. Il y a les bases qui restent, mais selon l'évolution de la société, il y a des adaptations progressives qu'on fait. Aujourd'hui, ce que nous avons comme Constitution, il faut le reconnaître, c'est un élément appréciable.
quand on regarde l'évolution de notre constitution. En plus, ce que je peux ajouter, le projet de société, quand vous regardez tous les partis politiques, les 9 partis politiques qui se sont là, j'ai pris le temps de lire le projet de société. Les éléments se recoupent. On parle de démocratie, une participation inclusive qui fait appel à toutes les connaissances, à toutes les compétences, tout ça. Mais il faut participer à la construction de cette participation inclusive, à la fabrication de cette compétence nationale. J'ai parlé tantôt de méritocratie. C'est important pour un pays que les gens qui méritent soient à la tête de la nation. Mais que chaque fois qu'on est à la tête d'un point de la nation, que ton leadership affirme une certaine, si vous voulez, responsabilité que les autres peuvent suivre. Qu'on te regarde du haut, mais qu'on sait que tu es un modèle. Et ce modèle doit être suivi. C'est pour ça que j'ai parlé de cette dame Makale Kamara qui est candidate. Parmi les 9 candidats, c'est une seule femme. Et moi, j'ai revu, j'ai maintenant plus de 70 ans, j'ai vu un peu la période coloniale, le premier régime, le deuxième, le troisième, et jusqu'à maintenant, j'ai fait un peu la comparaison. Je sais que les femmes représentent des modèles si on leur donne la confiance pour pouvoir gérer une nation. Du point de vue de l'inclusivité dans le cadre de la démocratie, elles peuvent. Du point de vue du développement des secteurs économiques de notre pays, les mines, l'agriculture, l'eau, la médecine, les soins de santé primaires, elles ont le cœur et la façon de faire pour encourager les gens à suivre leur modèle. Quand vous regardez maintenant l'autonomisation des femmes, quand une femme est autonome par rapport à ce qu'elle produit, c'est déjà l'enfant qui réussit. Si l'enfant réussit, le papa y suit. Donc c'est une entité de la société qui permet d'asseoir ce qu'aujourd'hui nous ambitionnons, le développement de notre nation. Et le Parti FAN s'emploie justement, dans le cadre juste de ces élections-là, à asseoir cette base irréversible de développement de la Guinée. Mais Baba, selon vous, quel effet l'insécurité de l'emploi, notamment la précarité informelle, les contrats instables, peuvent-ils avoir sur la migration des jeunes Guinéens? Oui, ça, c'est un sujet extrêmement important. Vous avez aujourd'hui des milliers de jeunes Guinéens qui quittent le pays parce qu'il n'y a pas de perspective. La majorité d'entre eux n'ont pas, comment on appelle ça, des emplois, et ceux qui en ont des emplois précaires. Ce n'est pas des emplois protégés, ce n'est pas des emplois qui rassurent, ce qui fait que tout le monde est candidat à l'exil. La question, elle est vraiment pertinente, elle est importante. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Bloc libéral, nous portons ce point-là parmi les points les plus essentiels, les plus importants pour nous. Tout le monde est candidat à l'immigration aujourd'hui. Au niveau du Bloc libéral, nous prenons d'abord la question de la réforme éducative. Vous avez aujourd'hui plusieurs jeunes Guinéens qui n'ont pas accès à l'éducation. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui l'État qui n'a pas mis en place les institutions nécessaires pour les permettre de se former. Vous avez un pays où, dans une capitale, la majorité des établissements scolaires sont des établissements privés. Vous avez des familles entières qui n'ont pas les moyens de scolariser ces enfants-là. Voilà pourquoi le candidat du Bloc libéral compte octroyer plus de 30% du budget national à l'éducation pour faire en sorte que les enfants guinéens puissent aller étudier librement sans que les parents ne payent quelque chose. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il y a la question même de la formation à l'université. Une inadéquation entre les offres de formation qui sont faites et les besoins du marché de l'emploi. Il faut adapter ce besoin-là. Aujourd'hui, nous sommes un pays minier. On nous parle du projet Simandou à l'horizon 2040 qui va avoir beaucoup d'effets sur la Guinée. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui les ressources humaines capables de pouvoir véritablement travailler dans la mise en œuvre de ce projet-là? Je ne crois pas. Donc, il faut adapter la formation des jeunes Guinéens aux besoins de cela. Maintenant, au-delà de ça, vous avez un secteur privé complètement atrophié, vous avez des matières premières qui existent, mais il n'y a pas de transformation sur place. Donc, il faut penser à une transformation des matières premières guinéennes. Voilà pourquoi nous
apprécions aussi le fait que les autorités actuelles aient demandé à ce qu'il y ait la transformation de la bauxite en aluminium plus sur place pour permettre pour qu'il y ait plus de plus-value et plus d'emplois pour les jeunes Guinéens. Ça, c'est des éléments extrêmement importants sur lesquels vraiment le Bloc libéral compte capitaliser pour faire en sorte que les jeunes Guinéens ne quittent pas le pays, pour qu'ils restent sur leur territoire pour bénéficier des ressources. Maintenant, il y a aussi le secteur informel où les gens travaillent avec le petit commerce. Il faut consacrer beaucoup plus de fonds à l'agriculture. Nous avons une Chambre nationale d'agriculture et un ministère de l'agriculture qui n'a pas assez de fonds et d'ailleurs qui ne contribue pas réellement à injecter les fonds aux populations qui en ont besoin. Il y a d'autres qui ont besoin d'entreprendre dans le domaine agricole, mais il n'y a pas de banque agricole en Guinée. Le Bloc libéral va s'atteler à la mise en place d'une institution financière qui est capable d'accompagner les agriculteurs à la base et pour les permettre vraiment de développer, comment on appelle ça, l'entrepreneuriat agricole pour qu'elle soit indépendante parce que c'est le secteur qui emploie le plus les populations rurales à plus de 60%. Ibrahima Aminata Diallo, merci d'avoir été parmi nous pour cette édition spéciale de l'Africa Newsroom sur Africa 24. À moi de vous remercier. Peut-être mon dernier mot, en tant qu'ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix universelle, j'invite les candidats à plus de responsabilités pour qu'on ait une élection qui est dans la quiétude, dans la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Ibrahima Sori, votre dernier mot de la fin en quelques minutes, en quelques secondes. Moi, je dirais vraiment merci à Africa 24 et on apprécie bien ce que vous apportez comme intérêt pour la Guinée, votre attention pour la Guinée, mais nous nous engageons en tant que parti fan de jouer le jeu politique avec pondération, mesure et avec respect du prochain dans le cadre de l'amour et dans le cadre du développement que nous souhaitons pour ce pays qui a trop souffert. Ibrahima Mbemba Ba, vice-président du Bloc libéral, votre dernier mot de la fin. Merci infiniment pour cette invitation au nom du Bloc libéral, au nom de notre candidat. Nous disons aux Guinéens que notre pays a encore de l'espoir et que nous sommes capables de changer les choses. Il suffit de faire confiance aux urnes. Le 28 décembre prochain, allez-y dans les urnes, faites vos choix et faites en sorte que vos choix soient respectés. Voilà ce que nous avons à dire. Merci. Omar Kana Diallo, merci d'avoir été parmi nous. Avant de vous remercier, et nous invitons à l'ensemble des candidats de mettre en avant leurs projets de société. Nous sommes à l'écoute de leurs projets de société et nous invitons l'ensemble des citoyens guinéens de les écouter, de regarder leurs projets de société et de voter conséquemment. Merci à vous, messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale d'Africa Newsroom, spéciale élection présidentielle guinéenne. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion. L'information continue sur Africa 24.